29 novembre 2023, l'eurodéputé et militante écologiste Michèle Rivasi décédait soudainement à Bruxelles à l'âge de 70 ans. Les jours suivants, la tribune « Ensemble nous gagnerons », en hommage à l'engagement et au courage de Michèle Rivasi, fut signée par plus de 150 associations, collectifs et personnalités de la société civile. Ces voix poursuivent les combats pour le vivant, la santé et la paix, chers à cette pionnière farouche de l'information scientifique indépendante. Ils, elles, sont les lanceurs d'alerte d'aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle émission Ensemble nous gagnerons, avec des lanceurs d'alerte, des personnalités, des associations en lien avec les combats politiques et citoyens de Michèle Rivasi. Avec nous aujourd'hui, Benjamin Joyeux, membre du collectif Cancer Colère, élu à la région Auvergne-Rhône-Alpes, en France, et ancien malade du cancer lui-même. Bonjour Benjamin. Bonjour Charles-Maxence. Alors Benjamin, j'ai souhaité vous proposer cet entretien aujourd'hui. On l'a entendu dans la présentation. Vous êtes membre du collectif Cancer Colère, hein, qui est un collectif dont on commence à entendre de plus en plus parler, en lien, je crois, avec les polémiques, la controverse et puis aussi la pétition qui concernait la loi du plomb l'an passé. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est, d'où ça vient et votre implication à bord? Alors le collectif Cancer Colère a été en effet lancé l'été dernier, juste après la polémique autour de la loi Duplomb, la fameuse loi Duplomb désormais qui a suscité contre elle une pétition signée par plus de 2 millions de personnes. Et le collectif Cancer Colère a été en fait lancé par une malade qui s'appelle Fleur Breteau, qui était par ailleurs activiste et cinéaste et qui connaissait donc bien les codes de la communication et qui souffrait d'un deuxième cancer du sein, qui a été déclaré l'année dernière alors qu'elle en avait déjà subi un premier en 2020. Et donc, face à cette loi du plomb, en fait, cette femme très en colère a décidé de lancer ce collectif et depuis quelques mois, il commence à s'agrandir un peu partout et je crois qu'on en est à plus de 25 collectifs Cancer Colère, répartis en régions sur toute la France. Et moi, je viens juste de rejoindre ce collectif et j'aimerais essayer de l'étayer autour du bassin de vie où je suis, c'est-à-dire autour d'Annecy et de la Haute-Savoie. Et pour l'instant, je suis en contact avec une femme à Chambéry, mais on aimerait bien essayer de s'élargir parce que le cancer est une véritable pandémie qui touche tout le monde, partout, toutes les familles et un peu partout en France. Et il ne faut pas que cette colère ne reste qu'à Paris, même si elle est nécessaire là-bas pour faire pression sur l'Assemblée nationale. Oui, merci. Alors, c'est vrai que moi, j'ai découvert une vidéo que vous avez faite, que vous avez postée sur votre compte Instagram, qu'on va mettre en lien, hein, bien sûr, au niveau de la présentation de cette vidéo. Et j'ai trouvé votre vidéo, bon, je vous connaissais depuis quelques années auparavant, hein, via le Parlement européen, où on était des collègues et des assistants parlementaires euh, tous les deux, simultanément, je veux dire, à la même époque. Et donc, j'ai découvert une vidéo que vous avez faite par rapport à ce qui se passe actuellement. Et c'est là que vous disiez, bah oui, je suis membre de Cancer Colère, et ce qui se passe, bah, il y en a un peu ras-le-bol, et surtout, il y en a ras-le-bol quand on est soi-même un ancien malade du cancer, par rapport à ce qu'on peut entendre, à la fameuse petite musique qui peut être surinée dans les médias ou via des lobbies pro-pesticides. Est-ce que vous pouvez nous relayer à nouveau ce message que vous avez pu chercher à faire passer à travers cette vidéo Instagram de quelques minutes? Mais en fait, quand on est malade du cancer, on se retrouve seul face à soi-même et on entend beaucoup à la radio, à la télévision, dans la plupart des médias, que les raisons du cancer, ce sont l'alcool et le tabac principalement, et donc les comportements individuels. Donc on fait culpabiliser les malades et on les fait s'interroger sur le fait qu'ils auraient eu un mode de vie qui aurait pu provoquer cette maladie. Or, on est face à une véritable pandémie de cancer qui explose absolument partout, et notamment des cancers pédiatriques chez les enfants. Quand on a moins de 15 ans, on ne peut pas soupçonner un mode de vie individuel d'avoir induit une maladie telle que celle-ci. Donc, en fait, c'est forcément lié à l'environnement. Or, c'est un petit peu la chose qui est toujours mise de côté, c'est un peu le tabou. Et moi, je me souviens, en 2023, en fait, j'avais fait une première tribune dans Libération où je disais qu'il fallait faire du cancer un objet politique, c'est-à-dire d'arrêter de traiter ça comme une maladie qui touche des individus
séparés les uns des autres, dont le mode de vie serait le principal responsable, mais qu'il faut politiser cette maladie pour expliquer que c'est notre mode de vie collectif qui en est responsable et que l'agrochimie, l'agrobusiness, tout ce qu'on balance toute l'année dans l'environnement provoque des maladies de civilisation. La science le dit, même si elle ne peut pas toujours étayer, comme le cancer en fait est multifactoriel, c'est très difficile de dire tel produit mis dans un champ à côté de chez moi a provoqué chez moi tel ou tel type de cancer. Ça, aujourd'hui, la science n'est pas capable de le dire. Mais il y a un faisceau d'indices et de preuves qui font que on sait que notre mode de vie favorise des maladies civilisationnelles telles que les lymphomes. Et moi, j'ai eu un lymphome, B non-Hodgkinien pour être précis, à l'âge de 27 ans. À l'époque, j'étais en pleine forme par ailleurs et rien ne prédisposait à avoir ce type de maladie. D'ailleurs, de ma famille, personne n'avait jamais eu une maladie de ce type. Donc, à l'époque, je m'étais beaucoup interrogé sur les origines de cette maladie et je n'avais jamais eu de réponse. Et donc, évidemment, quand plus de 15 ans plus tard revient dans l'actualité toute cette question des cancers autour également des pesticides et de la loi du plomb, ben moi j'ai tout ça qui me revient en mémoire et donc en effet moi aussi je suis en colère et je dois pas être le seul. Et donc cette histoire de mouvement cancer-colère me parle directement au cœur et non pas qu'à l'esprit parce que je me sens vraiment concerné et me revient en mémoire les mois passés à l'hôpital Saint-Louis à Paris pour traiter ce lymphome, c'était en 2007. Mmh. Et il y a quelque chose que vous disiez, en début d'entretien, sur par rapport au réseau Cancer Colère, par rapport à ces collectifs, il y a ce lien où on pourrait dire ce vis-à-vis entre la ville et la campagne. Vous n'êtes pas à Paris, vous êtes plutôt en Haute-Savoie, je crois, en tout cas du côté au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du côté donc des montagnes. Euh, il y a quelque chose, vous m'avez dit, lorsqu'on prépare un peu cet entretien, oui, bah, le cancer, ça concerne pas que les grandes villes et ça concerne pas que la région parisienne, en fait, ça concerne toute la France et notamment les zones rurales. Et complètement. En fait, avant cet entretien, j'étais en train de lire dans Reporter, une sorte Le quotidien en ligne, oui. Mm. le quotidien en ligne Reporter, un reportage sur une femme de 40 ans qui venait de rejoindre Cancer Colère et qui avait déclaré un cancer alors qu'elle vit dans une zone très rurale. Et il s'agissait de Moussac-sur-Vienne, qui est le village d'origine de mes grands-parents dans la Vienne, à 50 km de Poitiers. Et j'ai vu également ça comme un signe, puisque c'est là où j'ai passé la plupart de mes vacances quand j'étais petit, et c'est de ce village dont viennent mes deux grands-parents. Et donc, dans un village très éloigné, en plus d'une ville plutôt petite comme Poitiers, où on pourrait penser qu'on est à l'abri de la pollution, eh bien, il y a plus de au moins quatre apparemment cas déclarés de cancer de pancréas chez des femmes âgées d'à peine plus de 40 ans. Et donc, on soupçonne beaucoup l'agriculteur local parce que là-bas, il n'y a que des champs, mais visiblement, il y a pas mal de pesticides utilisés dans ces champs. Et donc, une de ces femmes témoignait pour dire qu'elle venait de rejoindre le collectif Cancer Colère. Et comme ça vient Mm. du village de mes grands-parents, qui est quand même un tout petit village au fin fond de la campagne poitevine, j'ai vu également ça comme un signe de la nécessité de m'impliquer moi aussi. Oui, c'est sûr que la synchronicité est assez bouleversante quasiment. Donc là, on est effectivement dans ce qu'on appelle dans le jargon des clusters, hein. C'est-à-dire qu'on a une concentration, un nombre de cas plus élevé que ce que les statistiques nous diraient, tel que devrait être la moyenne par rapport à une zone, à un territoire géographique donné, notamment quand il y a une faible densité démographique. Et c'est vrai que qui plus est, quand on connaît un peu l'histoire de cancer, un cancer du pancréas, c'est quand même un cancer un peu spécifique, qui est pas forcément lié au tabac, bon, il peut être lié à l'alcool, mais c'est quand même pas celui-là qui va se déclarer d'abord. Donc c'est vrai que là, on peut se poser des questions sur l'origine de ce truc-là, et là-dessus, après, on se retrouve avec des autorités sanitaires qui ont un peu du mal à soit à amener l'enquête, soit à formuler des conclusions qui seraient... ils ont du mal à trouver quelque chose en disant qu'on a trouvé quelque chose, quoi. Ils vont dire qu'ils observent qu'il y a une anomalie, mais ils n'arrivent pas à trouver la cause de l'anomalie. C'est souvent généralement ça qui est conclu, hein. Mm. Alors, en cherchant un peu, je me suis aperçu que depuis 2015 n'avait pas été remis à jour le registre national des cas de cancer et qu'en plus, il n'y avait pas un registre centralisé avec une zone très claire et que la plupart des agences régionales de la santé n'étaient pas en lien avec les autres pour essayer de détecter à l'échelle nationale, en fait, tel ou tel cas de cluster de cancer, alors que les associations sur le terrain sont capables d'identifier des cas de cluster. Il y en a par exemple autour de Nantes où il y a
dans quelques villages de Loire-Atlantique, des cas avérés de cancer pédiatrique qui sont vraiment réunis au même endroit. Il y en a Oui, autour qui des défie, zones. qui toujours pareil, qui défie la Ouais, distribution statistique, ouais. exactement. Autour des zones viticoles dans le Bordelais, par exemple, il y a également des cas de clusters de cancer médiatique. Or, les agences régionales de santé, à chaque fois, ont du mal à reconnaître cela. Et on a l'impression qu'il y a un énorme lobby de l'agrochimie et de l'agrobusiness qui empêche ne serait-ce que d'avoir des informations fiables, centralisées, dont pourraient se servir les associations pour pouvoir ne serait-ce qu'ester en justice et puis faire, si ce n'est condamner, déjà faire arrêter cette espèce d'empoisonnement généralisé auquel on assiste depuis des années dans notre pays. Mmh. Et c'est vrai que tout ça commence à ressembler, ça paraît fou de se dire ça en 2026, hein, mais c'est comme si la question du cancer, du moins la question d'une vision globale, macro, à l'échelle du territoire, de la distribution des cancers, restait un sujet tabou en fait. Ouais. Mais ça reste un sujet tabou parce que ça remet en cause beaucoup d'intérêts de l'agrobusiness en fait. Mmh. On a un modèle agricole qui est toujours basé sur l'agriculture intensive et sur tout un tas de pesticides qu'on essaye de réguler, mais on voit bien avec la loi du plomb 1 puis 2 aujourd'hui qu'il y a un énorme lobby qui, au Parlement, empêche toute régulation, un tant soit peu sérieuse, du nombre de pesticides qu'on balance dans la nature. Et que tant qu'on restera sur une logique comme celle-ci, les cas de cancer vont continuer d'exploser et les gens vont se retrouver déjà à continuer de culpabiliser et en plus à ne pas avoir de réponse à toutes les questions qui peuvent se poser sur pourquoi moi, pourquoi cette maladie, pourquoi maintenant et pourquoi ici. Alors, Mmh. la moindre des choses quand on est malade, c'est de pouvoir avoir au moins des réponses à toutes ces questions. Moi, les premières choses dont Mmh. je me suis posé la question, c'était mais pourquoi à 27 ans j'ai un lymphome digestif alors que voilà, j'avais pas de mode de vie plus bizarre ou particulier de la plupart de mes amis autour de moi. Et que Mmh. on m'a très bien soigné, mais jamais personne n'a pu m'expliquer l'origine de cette maladie. Or, on le sait, Oui, les c'est ça, lymphomes c'est-à-dire qu'on n'a pas pu digestifs. identifier c'est Hmm. ça, on n'a pas pu identifier si c'était une origine alimentaire, une origine, liée à d'autres types de particules chimiques qui peuvent, rentrer par la respiration ou autre chose, quoi. Enfin là, ça pouvait Comme être elle lié est, que par de l'alimentation, hein. comme elle est multifactorielle, la moindre des choses, ce serait déjà d'essayer de faire que les facteurs sur lesquels on peut jouer, comme l'empoisonnement généralisé dans notre environnement, qu'on essaye au moins là de réguler un peu et de freiner un petit peu cette espèce de course vers l'abîme où on va être tous être malades demain à force de faire n'importe quoi. Alors, merci et par rapport pour en revenir un peu à Cancer Colère et en tout cas à l'actualité puisque c'est un collectif, qui est en pleine, croissance malheureusement, en pleine explosion. Enfin, peut-être heureusement pour nous du point de vue des alertes ou des vigies citoyennes, mais en tout cas malheureusement pour la santé publique. C'est quelles sont les actions dans les tuyaux de Cancer Colère? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu là, comment ça peut se dérouler? Ou en tout cas les leviers ou comment dire? Les demandes, les attentes qu'exprime Cancer Colère? Je le dis ça pour ceux qui connaissent pas, hein, bien sûr. Ouais, mais la première chose, c'est déjà de faire un réseau d'anciens et de malades actuels suffisamment large pour que les gens cessent, quand ils sont touchés par la maladie, d'être seuls dans leur coin, pour politiser la question. Le plus important, c'est ça, c'est de faire du cancer un objet politique et c'est de arrêter cette espèce d'hypocrisie en disant tous unis contre le cancer, avec chaque année au mois de mars la semaine de lutte contre le cancer qui est dédiée, tout comme on a Octobre Rose contre le cancer du sein, et puis tout le monde, dans une belle unanimité, dit tous ensemble contre le cancer, sauf que derrière, on sait très bien qu'il y a celles et ceux qui luttent effectivement contre l'empoisonnement généralisé de la nature par les pesticides, et puis ceux qui continuent le business as usual, qui actuellement sont aux manettes au pouvoir, au Parlement, à l'Élysée, et même plus haut au niveau européen, à la Commission européenne, chose que vous connaissez tout aussi bien que moi. Et Oui. que, en fait, le cancer, ça me fait un petit peu penser à la lutte pour le climat, si vous voulez. La lutte pour le climat, on dit oui, on est tous unis pour essayer de lutter contre le changement climatique, on va moins consommer d'eau, on va couper le robinet quand on se brosse les dents et tout va aller mieux. Or, c'est en fait cette culpabilisation et ce rejet toujours vers l'individu et son comportement comme principale raison et principal moteur pour essayer de pallier à un phénomène négatif, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Aujourd'hui, on ne pourra pas lutter efficacement contre le changement climatique en demandant juste aux individus de changer et sans s'en prendre aux superstructures qui déterminent nos modes de vie et notamment nos modes de consommation, tout comme on n'arrivera pas à éradiquer ou en tout cas à réduire les cas de cancer en continuant à faire croire que chaque individu est responsable de sa santé tout seul dans son coin alors qu'il vit dans un monde qui rend de plus en plus malade parce qu'un monde de plus en plus pollué, de plus en plus détruit. Donc le premier objectif de Cancer Scolaire, c'est de faire réseau de gens qui sont prêts à aller dans le champ politique pour défendre le point de vue des malades comme étant un sujet politique et non pas un sujet de responsabilité individuelle. En tout cas, Hmm. moi, c'est comme ça que je le vois. Je n'ai pas rencontré Fleur Breteau, je la connais pas personnellement, mais si on est amené à se parler, je lui parlerai de ça. Je me souviens de Oui. la tribune qui avait bien tourné en 2023, que j'avais publiée dans l'IB où je racontais mon expérience personnelle. Le titre que j'avais choisi, c'était Faire du cancer un objet politique. Je pense que c'est exactement ça le sujet. Bah, en tout cas, on a quelques images fortes de Fleur Breteau en train de hurler sa colère suite au vote de la loi du plomb. Elle avait pu pénétrer au sein de l'Assemblée nationale et être présente. Et puis donc, l'esclandre était arrivé et même il faisait irruption dans la, je peux dire la bien-pensance, mais en tout cas dans les usages un peu feutrés de la maison de l'Assemblée nationale, quoi. Surtout qu'elle le portait sur son corps parce qu'elle était en pleine phase de chimiothérapie, qu'elle avait perdu ses cheveux, qu'elle avait perdu ses sourcils. Bon, là, depuis, elle est visiblement en phase de rémission, en tout cas en fin de chimiothérapie, elle récupère des cheveux et tant mieux pour elle, elle a l'air d'être moins comme Atteinte. touchée par la maladie en fait, parce que c'est une maladie qui vous grignote de l'intérieur. Ça, je le sais pour l'avoir vécu, c'est quelque chose où on a l'impression vraiment d'être grignoté de l'intérieur et puis petit à petit, grâce notamment au traitement, commencer à récupérer des forces à moyen et à plus long terme, mais c'est vraiment quelque chose qui, oui, qui vous détruit à petit feu. Et donc, quand elle a fait cette déclaration juste après le vote de la loi du plan à l'Assemblée nationale, elle le portait sur elle en plus. Donc, le symbole était très fort. Et c'est une femme, ce qui n'est pas non plus négligeable. Mm. Puisque apparemment, cancer colère, là, tel que c'est en train de se monter aujourd'hui, on est, je crois, à quasiment 80% de femmes qui s'engagent parce que les femmes sont aussi très touchées par le phénomène des pesticides qui touchent à la santé, parce que de par Parce que des les histoires hormones, parce que des choses comme ça. hormonales également, elles sont d'hypersensibilité, elles sont peut-être encore plus Exposé, susceptibles ouais. d'attraper, Mm. susceptibles d'être exposées à ce type de maladie multifactorielle. Donc en plus, le plus injuste dans toute cette histoire sont souvent les personnes les moins responsables qui se retrouvent les plus touchées. Et ça, moi, ça me révolte. Mm. Alors, en parlant de révolte et en parlant de femmes engagées sur le terrain politique, je sais que vous avez partagé quelques combats communs avec Michel Rivasi, avec la députée européenne. C'est le contexte où tous les deux on a fait connaissance à l'époque, à partir de 2009. Est-ce que, dans quel contexte vous avez fait connaissance avec elle et quel type de victoire vous avez pu mener ensemble sur des sujets en partie liés à la santé publique, j'imagine? Ah ben, Michel Rivasi, la première fois que j'ai rencontré, évidemment, c'était pour la campagne des européennes qui avait plutôt bien réussi aux écologistes en 2009. C'est là que j'ai découvert tout son combat, notamment sa création de la CRIRAD, mais surtout le combat pour la santé environnementale. Elle avait tendance à s'emparer de dossiers dont peu de monde en fait se préoccupait à l'échelle européenne, et notamment sur les conflits d'intérêts. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué chez Michel Rivasi, c'est la façon dont elle luttait contre les conflits d'intérêts, même les plus énormes qui soient, même vent debout, même si elle pouvait avoir tout le Parlement contre elle, elle ne lâchait pas le morceau quand elle avait une idée en tête et un combat à mener. Et moi, c'est son courage qui m'a toujours inspiré. Et en 2000, quand je suis reparti du Parlement et quand je suis revenu en 2013, là, j'ai été amené à travailler en plus étroite collaboration avec elle, puisque c'était la responsable de la délégation des eurodéputés écologistes français, et que dans ce cadre-là, c'est elle qui m'avait fait revenir pour que je coordonne la délégation française. Donc j'ai surtout travaillé sur la communication avec Michel, mais je garde en mémoire tous les combats qu'elle a pu mener. C'est surtout sur les conflits d'intérêts que ça m'a marqué, parce que c'est Oui, souvent ce qui... ça a été 2013-2017 à peu près, c'est l'époque Ouais, des 2015, c'est l'époque du tabac, c'est oui, l'époque, c'est il l'époque y a eu du le tabac, ouais. pesticide, mais il y a aussi le tabac qui a été le gros morceau à ce moment-là. Exactement.
Oui, oui, oui. Et là, pareil, Michel ne lâchait jamais rien. Et on peut reprocher beaucoup de choses à Michel, mais certainement pas sa pugnacité et son courage politique. Mmh. Mmh. Très bien, merci de rappeler ces choses-là. Pour ma part, moi, je travaillais pas au Parlement durant ces années-là, donc c'est effectivement ça me rappelle quelques souvenirs. Alors, par rapport à Cancer Colère et par rapport au bras de fer dans lequel on est confronté aujourd'hui, et on a eu l'impression qu'il y a un retour de la loi du plomb, en fait. Les pesticides enfin, si on peut déjà évoquer le fait que la loi du plomb ait vraiment été arrêtée, mais en tout cas, on a quand même un sentiment qu'il y a un réarmement des pesticides ou un réarmement des lobbies pesticides actuellement. Et Cancer Colère semble être le seul contre-pouvoir, puisque c'était un peu ça aussi la marque de fabrique de Michel Rivasi, c'était de, favoriser l'émergence de contre-pouvoirs au niveau de la société civile. Oui, Et donc, le Cancer Colère semble être aujourd'hui un des seuls contre-pouvoirs audibles par rapport à ce retour en force d'une réelle politique orientée pesticides, orientée agro-industrie, etc., etc. Votre point de vue, votre lecture de votre point de vue d'élu et de votre point de vue aussi, bien sûr, de militant dans le réseau Cancer Colère. en fait, quand vous affrontez comme ça d'énormes lobbies et deux visions en fait très antagonistes de l'agriculture, qui est d'un côté essayer de développer une agriculture un tant soit peu biologique, un tant soit peu respectueuse de la nature et des sols, et beaucoup plus raisonnée face à une agriculture intensive telle qu'on l'a promue encore aujourd'hui en France. Vous avez bloc contre bloc, et puis les gens ne semblent pas vouloir s'écouter. Alors l'avantage avec Cancer Colère, c'est on a un collectif d'anciens et d'actuels malades. Et ça, quel que soit ce qu'on peut, quels que soient les reproches qu'on puisse faire, les malades, ils sont malades, c'est intangible, indéniable, et on peut pas leur retirer ça. Donc quand les malades prennent la parole pour dire on a un problème de mode de vie, en fait, et ce mode de vie est responsable de la maladie qu'on a actuellement. C'est difficile à nier comme discours, et c'est difficile à rejeter comme on peut le faire en disant que ce sont des responsables bobos d'extrême gauche, complètement décolérés du terrain et qui ne comprennent rien aux réalités de l'agriculture. Ce qu'essaye de nous faire croire Monsieur Duplomb, par exemple, qui se vend comme un agriculteur raisonnable, qui défend la ruralité face à ces bobos hors sol des centres-villes qui voudraient empêcher l'agriculture française de pouvoir continuer à vivre et à se développer. Cette espèce de vision complètement caricaturale, ben, si face à lui, il a des malades qui lui disent que les pesticides tuent et que eux sont en première ligne puisqu'ils sont en train de mourir à cause de ces pesticides, c'est difficile de venir faire un reproche à ces gens de Cancer Colère. Et la culpabilité, en fait, doit changer de camp. Et c'est ça le Il y a plus des chiffres important. aussi La que, culpabilité change de camp. oui, c'est ça. Il y a la dimension morale, mais il y a aussi des chiffres que vous citez dans la vidéo Instagram, hein, de mémoire des coûts induits, ou en tout cas des dépenses publiques ou du poids et du fardeau économique que constituent ces soins de santé, ou du moins en tout cas cette gestion des maladies, quoi. On parle de 12 milliards d'euros, je crois, annuels de coûts induits des pesticides en termes de santé publique, 12 dont milliards. personne ne parle jamais. 12 milliards, ouais. Il y a des chiffres qui circulent comme ça et celui-ci a l'air assez précis, même s'il ne sera jamais repris dans les débats du côté de ceux qui défendent mordicus la loi du plomb. Et on vient aussi d'apprendre, grâce à un article du média en ligne Bon Pote, que M. Duplomb a touché plus d'1 million de subventions entre la région Auvergne-Rhône-Alpes, la politique agricole commune ces dernières années, et que donc sa soi-disant petite exploitation de petits agriculteurs de terrain ressemble à plutôt un modèle d'agrobusiness dont il a bénéficié à plein en matière de subventions publiques, alors que par ailleurs son parti, les Républicains, passe son temps à dire que les subventions publiques ruinent la France et le pays, mais quand c'est pour eux-mêmes, visiblement, ça n'a pas l'air de les déranger, les subventions publiques. Oui, Donc là aussi, non, il oui, faut que la... oui, que la lumière change de camp, ouais, ça c'est sûr. Euh, Exactement.
Oui, c'est ça, le montant de subvention qu'il a pu toucher à travers son exploitation agricole, ou lui-même en tant qu'agriculteur, le place, je crois, dans les 1% C'est des ça. exploitations agricoles qui touchent le plus de subventions en France, hein. Mm. Oui, Parce que ouais, il bon, faut savoir ça qu'en fait partie France, des... C'est moins de ça, il y a un 20% modèle, des exploitations les gens n'en ont pas agricoles touchent conscience, mais on est sur un 80% de la modèle taxe. très concentré, quoi. Oui, allez-y, Ouais, ouais. pardon. Et oui, on parlait en même temps. Je disais, il faut savoir qu'en France, moins de 20% des exploitations agricoles, c'est-à-dire les plus grandes, touchent 80% de la politique agricole commune. Encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'en tant qu'écologiste, quand on était au Parlement européen, ça c'est plutôt avec José Bové qu'on s'est battu là-dessus, mais qu'on voulait une aide aux travailleurs agricoles et non plus une aide à l'hectare. Parce qu'aujourd'hui, la logique aussi complètement absurde de cette politique agricole commune, c'est de donner le plus d'argent aux exploitations les plus grandes au lieu de donner de l'argent à celles qui emploient le plus de gens. Ça paraît totalement absurde comme ça, et un enfant de 5 ans devrait pouvoir comprendre qu'un modèle comme ça ne peut pas marcher, mais visiblement, les grandes écoles, il faut oublier la logique qu'on peut avoir quand on est enfant. Oui, surtout que ça permet, ça justifie de la concentration verticale avec les grandes qui avalent les petites et ça augmente la surface des plus grandes qui augmentent comme ça leur surface de captation de subventions en quelque sorte. Exactement. Hmm. Alors, comment soutenir et augmenter l'impact de l'action de cancer scolaire? Comment venir en soutien de ce collectif? Eh ben, on faut en parler autour de soi. On a tous autour de nous, dans nos familles, nos amis, cousins, cousines, ou quoi que ce soit, quelqu'un qui a eu, qui a ou qui risque d'avoir un cancer. Malheureusement, aujourd'hui, c'est tout le monde est touché. Donc, en parler autour de soi. Essayer de voir qui est motivé pour ne pas rester seul et puis justement, parce qu'en plus, je pense que la politisation, de sa propre maladie peut aider aussi à la guérison. Quand on reste pas à culpabiliser dans son coin, mais qu'on fait collectif, qu'on rejoint des gens et qu'on lutte ensemble pour essayer, je sais pas, d'avoir un pays plus propre, une planète, avec moins de pesticides, et ben, ça donne aussi un objectif pour guérir et pour aller mieux. Donc en plus, ça peut participer de l'objectif de guérison de rejoindre un collectif comme Cancer Colère. Parce que la colère brute est pas forcément bonne pour la santé, mais la colère bien focalisée sur un combat politique noble, au contraire, c'est que du positif. Donc moi, je conseillerais à toutes celles et ceux qui sont malades aujourd'hui ou qui ont été malades hier de rejoindre soit ce collectif, soit même de rester hors collectif, mais d'en parler et puis d'essayer de politiser la lutte pour se battre contre ces pesticides qui nous rendent malades. Hmm. Et, euh, et est-ce qu'il y a des actions prévues là ou des points de vigilance particuliers dans les mois qui viennent sur l'agenda législatif ou par rapport aux actions de Il cancer y a, scolaire pour les mois qui viennent? il y a, il y a une deuxième pétition sur le modèle de la première de cet été qu'il faut absolument signer pour commencer. Vous savez, c'est des pétitions où il faut se connecter sur France Connect parce que ce sont des pétitions directement déposées à l'Assemblée nationale. Donc la deuxième pétition contre le retour de cette loi du plomb 2 doit atteindre quasiment le niveau de la première, c'est-à-dire plus de 2,1, 2, c'était 2 150 000 personnes, je crois, de mémoire qu'il avait signé en tout. Il faut que celle-ci, je crois qu'aujourd'hui, elle a un peu moins de 200 000 signataires, mais qu'elle monte aussi de façon aussi importante que la deuxième, et la priorité, c'est qu'en France, il n'y ait pas le retour de cette loi du plomb. Mais après, il y a aussi à l'échelle européenne les fameux omnibus qui sont en train de passer, qui sont tout un tas de textes qui sont là pour totalement détricoter le peu d'encadrements environnementaux qu'on avait réussi à gagner ces dernières années et qui là aussi pose un problème en matière de régulation à l'échelle européenne de tous les pesticides et les produits chimiques qu'on balance dans la nature. Oui, c'est Donc il vrai y a qu'une l'action des... législative en premier lieu à mener, donc ça c'est du lobbying législatif à faire à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne. Et ensuite il faut continuer en fait un petit peu comme à l'époque ACT UP pour le sida avait réussi à politiser la lutte et à tout faire pour faire de cette maladie qui ne soit plus une maladie honteuse où la honte soit du côté des malades, mais en politisant la lutte, elle avait quand même réussi à gagner pas mal de victoires politiques symboliques. Là, on est à une échelle encore beaucoup plus grande parce qu'on parle de millions de personnes qui sont touchées. Il faut politiser la lutte.
à tous les échelons et ne pas laisser les malades du cancer chacun seul dans son coin. Merci beaucoup pour ce message de solidarité et puis de courage et d'engagement politique, Benjamin. Joyeux. Merci encore. Et puis ensemble, ben, nous gagnerons, hein, comme on dit un peu en conclusion de l'interview à chaque fois. Merci.